Alors on va parler aujourd'hui, on va faire une séance sur l'hypnose clinique. Tout le monde a une idée sur l'hypnose clinique, l'hypnose du spectacle, son utilité. Et peut-être une question que vous posez maintenant, c'est que pourquoi vous est-il utile de connaître l'hypnose? Pourquoi un médecin doit avoir une idée plus ou moins sommaire et pourquoi pas étudier l'hypnose dans sa pratique quotidienne? C'est la mode à l'inconscient du patient. C'est scientifique. Quoi encore? Vous pouvez fermer la porte s'il te plaît. C'est bon. Hein? Une technique d'anesthésie. Laisser tomber certains médicaments. Humaniser les soins, tout ça c'est parfait, mais tout simplement beaucoup plus rationnel, c'est que vous faites l'hypnose tous les jours, sans vous rendre compte. Parce que l'hypnose c'est des états de la simple conversation hypnotique, qu'est-ce qu'on fait avec vos patients, jusqu'à un état hypnotique formel. Parce que, c'est quoi un état hypnotique? D'abord c'est un état qui est naturel. Tout le monde passe par un état hypnotique quotidiennement. Et avant de commencer tout ceci, vous savez, vous connaissez le rythme nectéméral, mais il y a le rythme circadien. C'est-à-dire tous les 120 minutes, sur les 90 minutes, l'état de conscience passe à un autre mode de fonctionnement. Un autre fonctionnement inconscient de quelques secondes qui permet de gérer toutes les informations nécessaires. Donc le rythme circadien, il y a un état hypnotique à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a tout le monde sait que toutes les 2 heures, quand vous conduisez, il faut s'arrêter toutes les 2 heures. Parce que après 2 heures, pendant une fraction de seconde, vous n'êtes pas en lien avec le monde extérieur. Et c'est là où il y a les accidents. Ça, c'est une chose. L'état hypnotique est un état naturel. Deuxièmement, vous connaissez l'hypnose, c'est quoi l'hypnose? C'est un processus, ou quelqu'un l'a dit, où il y a la transe hypnotique. C'est quoi la transe hypnotique? La transe hypnotique, c'est que le patient ou la personne est focalisé sur une chose. Si on n'est pas focalisé, on ne peut pas être hypnotisable, ni hypnotisé. C'est-à-dire, un état hypnotique, ce n'est pas quelqu'un qui va regarder à droite et à gauche, il va voir le ciel, il va voir la télévision, il va voir ce qui se passe. Non, on n'est pas dans un état hypnotique. Pourquoi? Parce qu'on est stimulé par quoi? Par nos 5 sens. Je suis debout devant vous. Je vous regarde, vous me regardez, vous m'écoutez, j'écoute tous les bruits de l'extérieur, je sens la moquette sur mes souliers, j'ai l'impression d'un air de fraîcheur, j'utilise mes 5 sens. Donc je suis en état de conscience que j'appelle critique. Je suis en état de conscience critique. Donc mes 5 sens sont en fonctionnement. Mais il y a des uns parmi vous, en train de je raconte des choses, il dit, ce docteur il raconte n'importe quoi, il est ailleurs. Il pense qu'il va faire l'après-midi, il va penser à un souvenir de quelques jours, et il y a des gens qui pensent à leurs enfants, à leurs conjoints, etc., etc. Ils ont une pensée ailleurs. Donc ils sont plus ou moins distraits, et sont soi-disant dans un état hypnotique léger. D'accord. Mais pourquoi on a besoin d'un état hypnotique? Parce que, lorsque vous recevez vos patients, déjà à la salle d'attente, le patient vient vous voir. Pourquoi il vient vous voir? Il a une maladie, il a un motif, il a un symptôme. Quand quelqu'un, par exemple, a une douleur, est-ce qu'il va penser à autre chose qu'à sa douleur? Le monde se résume à ce symptôme. Moi, quand j'ai une migraine, les gens qui ont une migraine le savent très bien, tout le monde est réduit à leur migraine. Donc, ils sont focalisés sur leur maladie. Yak. Donc ils sont dans un état hypnotique. Mais cet état hypnotique, il est négatif. D'accord? Il est négatif parce qu'ils sont focalisés sur quelque chose de négatif. Et autre chose qui est très importante, c'est quand vous recevez vos patients. Pourquoi vous avez un patient qui est bien, qui vous écoute, qui a le regard devant vous, etc. Il y a quel âge? Mais pourquoi vous recevez des patients qui sont ailleurs? Vous leur expliquez, mais vous avez l'impression qu'ils n'écoutent pas.
Vous avez l'impression qu'il est dans les nuages. Et tout ce que vous leur dites, ils le prennent sans réfléchir. C'est pour ça que les mots sont importants. Parfois, on a l'impression de dire des choses, mais le patient va le prendre à la lettre. Par exemple, il y a des exemples. J'ai des patients qui disent واحد الطبيب قال لي votre douleur elle est due à un problème du rachis. S'il lui a dit ça dans un état hypnotique où le patient n'est pas vraiment conscient, il va le prendre, il va être ancré. D'accord? Donc il y a énormément de problèmes comme ça. Bien, on va faire un rappel rapide avant de passer à des choses plus pratiques. Les points communs. Quand vous dormez, vous n'avez pas mal. Quand vous regardez un film, tout le monde regarde les films. À un certain moment, la réalité se mélange avec l'imagination. À un certain moment, on est dans le film. On suit, quand je fais l'histoire, on est vraiment dans le film. Donc l'imagination, elle va se mélanger avec la réalité. C'est ça? Et on dit quand l'imagination est confrontée avec la réalité, qui prend le dessus? Est-ce que l'imagination ou la réalité? C'est l'imagination. Vous imaginez que votre maladie est grave, même si ce n'est pas grave, mais ça y est, c'est une imagination. Donc sur ce processus où l'hypnose agit. Autre chose, par exemple dans les amphithéâtres, dans les salles, quand la conférence est vraiment, quand il y a une conférence, il y a un orateur qui vous attire, et vous êtes focalisé sur ça, vous oubliez que ce siège est inconfortable. Donc vous êtes vraiment ailleurs. Et après un certain moment, mais à un certain moment, vous avez oublié. Donc qu'est-ce que s'est passé? Ça, je vous donne les principes de l'hypnose. Il s'est créé une division, une dissociation entre le corps et l'esprit. Vous avez le corps, vous avez oublié votre corps sur le siège, même s'il est inconfortable, mais votre esprit a accroché ailleurs. Et ça, on l'utilise comme état hypnotique, par exemple, dans les soins. C'est par exemple chez le dentiste, en cas de piqûre, en cas d'injection, l'esprit est avec le corps, le patient va ressentir. Par exemple, en cas d'accouchement, dans les extractions, etc., on utilise l'hypnose, tout simplement, on sépare le corps de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit, imaginez que vous êtes au bord de la mer, vous êtes dans un voyage, etc. Donc vous faites une dissociation, une division entre le corps et l'esprit. Ça, c'est parmi les bases de l'état d'hypnose. Et ça, par exemple, les transes collectives. Vous voyez donc Gnawa, ou les spectacles, tout le monde heurte, etc., tout le monde crie. Ce qu'on appelle une transe collective, Jdeba ou tout ça, c'est de la transe hypnotique. Tout le monde est pris, c'est pour ça parfois les gens de Gnawa, quand ils sont en transe, ils peuvent se couper et ne ressentent aucune douleur, parce que leur esprit est ailleurs. D'accord? Alors, la plupart de vous, ils sont comme ça. Comme cette jeune demoiselle, elle est en état de conscience critique. C'est-à-dire qu'il utilise les 5 sens. Il utilise l'ouïe, la vision, l'odorat, etc. Là, on n'est pas dans un état, on est présent, on bouge, on a les 5 sens, on est vigilant. Et on a mal. J'ai une douleur. Donc on est présent avec son corps. Alors qu'est-ce qui fait? Comment ramener un état hypnotique? Le ramener tout simplement en réduisant les stimulations de l'extérieur. On va rétrécir le champ de perception. C'est pour ça que je demande aux gens de fermer les yeux, déjà la vision Kathaïd, de prendre conscience de ce qu'ils touchent. Une fois que vous prenez conscience de votre siège, ça y est, il devient habituel. Prenez conscience de ma parole, du rythme, des bruits de l'extérieur, vous êtes habitué à ça. Après, il ne reste que la parole du médecin. Donc, on a focalisé l'esprit. D'accord? Vous suivez? Après, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va créer une dissociation. Qu'est-ce qu'on peut créer comme dissociation? Vous êtes là, vous m'écoutez. Je vous demande tout simplement de fermer les yeux, de sentir ce qui se passe autour de vous.
Et après, vous imaginez que vous êtes ailleurs. Là où vous voulez. Pourquoi pas? Fin? Où tu veux. À un certain moment, on fait l'expérience. Vous êtes entre vos collègues. Et là, vous avez l'impression que la salle est vide, qu'il n'y a personne, que vous êtes tout seul. Ou bien que vous êtes ailleurs. Là, vous créez une dissociation entre l'esprit et le corps. On peut créer même une dissociation entre la partie supérieure du corps et la partie inférieure. Donc, si on crée une dissociation, c'est qu'il y a la partie malade d'un côté et la partie saine de l'autre côté. Très bien. Une fois qu'on a créé cette dissociation, par un certain nombre de techniques, on arrive à un état hypnotique. C'est comme quand vous êtes par exemple toute seule, allongée, après une longue journée de travail, vous vous allongez sur un canapé ou le lit, et vous commencez à rêver un petit peu, de vous rappeler, des souvenirs, etc. Vous êtes ailleurs. C'est ça l'état hypnotique. Ça, c'est le principe de base. Le reste, tous les écrits et les bouquins, et tout, ce sont des techniques. Mais la base, c'est toujours la même chose. Bien. Alors, on a besoin de quoi? Je parle tout à l'heure, je parle de ça, mais pourquoi on a besoin de ça? Quelqu'un qui a, par exemple, un problème de douleur, migraine, etc. S'il reste accroché à sa migraine, il ne va pas guérir. On le ramène dans un état de lâcher prise, de focaliser sur autre chose, sur à l'intérieur de lui-même. Donc, il essaie d'aller au-delà. Alors, il y a deux formes de conscience. Vous avez la conscience critique et vous avez la conscience qu'on appelle l'inconscient. C'est quoi l'inconscient? Ce n'est pas l'inconscient de Freud. Vous êtes médecin, vous savez ausculter les malades. Vous savez prendre la tension artérielle. Vous savez faire des injections. Vous savez conduire une voiture. Vous savez conduire une bicyclette. Quand je vous demande d'écrire votre nom, vous l'écrivez facilement. D'accord? Donc, c'est des choses que vous avez appris et que vous avez oublié que vous l'avez appris. Vous croyez par exemple écrire maintenant, c'est simple, j'écris mon nom en français, le A, etc. Le B, c'est ouvert vers ce côté, etc. Mais imaginez qu'un enfant de 7 ans, de 6 ans, l'écriture, c'est quelque chose d'énorme. Quand vous prenez votre voiture et vous roulez, c'est pas je vais dire non, aujourd'hui je vais accélérer, là je vais lâcher l'embrayage, non, je vais cliquer. Non, ça devient des choses automatiques. Donc c'est des schémas d'apprentissage qui sont dans l'inconscient. Très bien. Primo, vous avez appris à marcher et vous croyez que la marche est facile. Mais la marche, quand je marche, j'utilise énormément de muscles et de coordination. C'est quelque chose de très compliqué. Mais j'ai le schéma à l'intérieur de moi-même. Le corps n'oublie rien. Vous avez un traumatisme quand vous êtes petit. Vous avez perdu votre grand-mère, vous avez perdu votre jouet, vous avez perdu une amie, vous avez déménagé, etc. Tous ces éléments restent dans l'inconscient. Et ces éléments vont sortir un âge après. Et vont sortir sous forme de maladie. Donc tout simplement, l'inconscient, c'est notre réserve. C'est notre réserve d'inconscient et de ressources. C'est pour cela qu'en hypnose, on utilise l'état de conscience intérieure. D'accord? Je vous donne un exemple. Pour le sévrage tabagique, par exemple. Je dis, moi j'ai de la volonté, hein, je veux arrêter, ça donne des cancers, ça donne des maladies, etc. Mais quand même, les gens continuent à fumer. Pourquoi? Vous connaissez tous les dangers, mais les gens continuent à fumer. Pourquoi? Parce que c'est des exigences de l'inconscient. L'inconscient croit que la cigarette baisse le stress et se rappelle la première cigarette. D'accord? Donc l'inconscient, il peut être un allié comme il peut être un ennemi. D'accord? Quand vous recevez un patient comme ça, le sourire, avec les traits, le regard clairvoyant, etc., ça c'est un patient dans l'état de conscience critique. Elle est là. Vous pouvez discuter avec lui. Mais quand vous recevez, vous repérez dans la salle d'attente un patient comme ça, avec un regard lointain, il n'y a plus de traits, l'aspect figé, ce patient il était dans un état hypnotique négatif. Donc là, il faut surveiller votre langage. Chaque mot que vous le dites, il est pris sans critique.
Quand vous lui dites, par exemple, vous rédigez l'ordonnance, moi c'est des choses pratiques, vous le faites tous les jours. Et vous lui dites, bon, je vais vous prescrire ce médicament, ou là, il ne va jamais guérir. On va voir. Et surtout quand on est comme ça. Vous savez, il va prendre, ben non, ça ne va pas marcher. Donc surveillez le langage avec ce genre de patient. Oui. لا غيشد ما يصلحش غيصد غيرك ما يصلحش ولا ما غيصلحش exactement. Alors le processus de l'hypnose, c'est la focalisation. On est focalisé sur une chose. Il est très important d'être focalisé. Si on n'est pas focalisé, on ne peut pas être dans un état hypnotique. Vous vous rappelez dans les hypnoses de spectacle, dans Mesmer, etc., bon, il y a un peu de théâtralisme, de cinéma, mais il y a toujours une focalisation sur la main, sur quelque chose. Que le regarde ma main, fermez les yeux, vous dormez. Donc il y a toujours une focalisation. Qu'il y ait du vrai, qu'il y ait du théâtralisme, qu'il y ait des jeux de rôle. C'est que, bon, je vais ouvrir une parenthèse, pour l'hypnose de spectacle, on ne choisit pas n'importe qui. On fait un test de suggestibilité. Il y a des gens hyper suggestibles. Premièrement, avec les stars ou les chanteurs d'Akshi, ils ne veulent pas décevoir les gens, donc ils jouent le rôle. Mais il y a une technique là à l'intérieur. Mais ça, ce n'est pas de l'hypnose clinique. Donc c'est le spectacle, mais il y a de la technique, il y a des jeux de rôle. Il y a une absorption. C'est l'absorption. C'est quand je parle avec quelqu'un et je m'arrête. Je parle et je m'arrête. Le patient il va savoir que je dis n'importe quoi. Donc je ne dois pas arrêter de parler. Comme ça, il est absorbé par la discussion. C'est la même chose, quelqu'un qui est malade, il est absorbé par sa maladie. D'accord? Après, qu'est-ce qui se passe? La dissociation, j'en ai parlé. Et la mobilisation des ressources. Chacun a des ressources. Par exemple, que tu fais très très bien. Moi, je suis compétente dans le sport, مثلا. واحد يقول لي la cuisine, واحد يقول لي الخط, واحد يقول لي le dessin, واحد يقول لي je sais écouter les gens. Donc il y a ce phénomène d'excellence de chacun de nous. واحد تقول لي moi il n'y a pas mieux que moi en matière de cuisine. Je sais faire les gâteaux, واحد يقول لي le bricolage. C'est des ressources. Alors quand tu excelles chez حاجة, donc vous avez une partie de votre cerveau qui est développée pour faire ça. Nous, on va utiliser ça pour guérir votre maladie. Par exemple, pourquoi? Parce qu'on a des neurones miroirs. هذاك المتعلم اللي كيمشي كيتعلم يصوب الزليج في هذاك كتشوف في المتعلم il observe. Il observe et il apprend le métier. Donc une fois qu'il est intégré, ce métier est là. Donc nous, on utilise les ressources de chacun. Par exemple, j'ai عندك واحد qui a une douleur chronique. On se base jamais sur le négatif pour guérir ce patient. Si on a peu le temps, on veut s'amuser, on dit, bon, quelqu'un qui a mal, il y a une migraine, il prend des médicaments et ça ne sert à rien, il a mal. Vous n'allez pas rester focalisé sur sa maladie. Parce qu'une fois que vous êtes focalisé sur la maladie, vous ne faites qu'aggraver la maladie. Quelqu'un qui rentre chez vous au cabinet dit, docteur, j'ai la migraine. Et qui est la migraine d'Yelk? Mais elle a de la migraine. Vous faites que ancrer la migraine. Par exemple, prénom. Leila. Mais cher, j'ai dit le cabinet, Leila Labas. Asmitk Leila. Non, tu m'as dit ton nom une fois. Vous demandez le prénom le nom du malade une seule fois. C'est exactement la même chose. Il faut essayer de changer la perception, exactement, de changer les choses. On peut dire la gêne, après, oublier la maladie. Et vous rentrez dans un autre registre. D'accord? Par exemple, quand on fait les séances pour le sévrage tabagique en état hypnotique, on ne parle pas de cigarette. On ne parle pas de la cigarette, on ne parle pas de ça. Parce que le patient, il sait pourquoi il est venu. Il sait que il est venu pour la migraine. D'accord? Mais on utilise la compétence. Quand vous dites, bon, laissons de côté cette migraine. Qu'est-ce que vous savez faire dans la vie? Oui, très bien. Vous avez un bon souvenir à me raconter, à vivre? Moi, je te demande tout simplement de fermer les yeux. De sentir la présence des gens autour de vous. De laisser le calme, laisser le calme dans le corps. Parce que le corps a besoin du calme.
on peut pas hypnotiser quelqu'un rapidement. Il faut du temps. D'accord? Une fois qu'on est dans un état, qu'on a un petit peu abrégé les cinq sens, on est focalisé. Et on est focalisé, on part vers les ressources de la personne. Tu m'avais dit que tu avais fait un bon voyage l'année dernière. Alors essaye de vivre ce voyage. Une fois que la personne va vivre son voyage, il va remonter des choses et qui vont l'aider à guérir. Bon, on arrivera rapidement. Alors, vous savez que l'état hypnotique, c'est un état naturel. Le fait qu'on est focalisé sur un livre, sur la conduite, ça vous dit rien? Ça ne vous dit pas quelque chose quand vous prenez la route pour des longues heures? À un certain moment, vous oubliez la route, vous oubliez le voyage et vous êtes ailleurs. Mais quand même, vous faites attention à la route. Donc, il y a une partie qui reste consciente, mais une partie qui est par ailleurs. Donc, ça crée une dissociation. Ça, j'en ai parlé. Tout ça, c'est des états hypnotiques collectifs. La prière aussi. La prière, qu'elle soit, bon, la prière, je vais focaliser sur la prière des musulmans, mais ça, c'est un état hypnotique. Parce qu'on est focalisé par le regard, d'accord? Et il y a tous les éléments qui disent que la prière, c'est un état hypnotique, mais thérapeutique. Pardon? Ah, c'est normal. Là aussi. Alors, c'est un état naturel et je parle plus important. Alors, ça, c'est important. On a fait des études. On a pris par exemple une personne, on lui a dit de fermer les yeux, de se rappeler quelque chose, on la met dans un état hypnotique. On lui a raconté une histoire. Et un groupe éveillé, on lui racontait la même histoire. On a fait des IRM. On a vu que les gens sous hypnose vivent l'état hypnotique. C'est-à-dire leur lobe occipital est activé, lobe temporal activé, c'est-à-dire tous les cinq sens se sont activés. Par contre, les gens où on n'a pas hypnotisé, donc il n'y a que le temporal qui est activé. Ça veut dire qu'il y a un impact neurologique de l'état hypnotique. Donc quelqu'un qui est dans un état hypnotique, en état de transe, et quand il imagine un souvenir, il le vit. Et le fait de vivre un souvenir et vivre autre chose, ça permet de guérir pas mal de choses. D'accord? Oui. Non, c'est le souvenir, bien sûr les bons souvenirs. Mais même les mauvais souvenirs, on peut les regarder autrement. On peut les regarder autrement. On peut être, par exemple, passif vis-à-vis des souvenirs traumatisants. Je m'explique. Vous avez vécu un souvenir traumatisant et vous l'avez vécu en vous-même. On crée une dissociation, on met les gens en état hypnotique et on vous dit de se regarder dans ce souvenir. C'est-à-dire comme si vous êtes un spectateur, comme si vous regardez votre vie sur un écran. Donc vous êtes indépendant, vous êtes séparé et vous regardez dans ce souvenir. Donc il y a des choses nouvelles qui vont remonter, qui vont modifier l'état hypnotique. Alors, oui, mais vous la vivez en état calme, parce que vous êtes sur le fauteuil, vous êtes en sécurité et votre conscience sait que vous n'êtes pas concerné directement. C'est comme si vous regardez un rêve. Écoutez, le rêve, c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est-à-dire vous avez passé quelque chose pendant la journée, vous avez des problèmes, et de la réalité, vous faites un rêve le soir. Généralement, c'est ça. Donc, à partir de la réalité, vous vivez pas spécifiquement les choses, mais vous les vivez indirectement sur le plan imaginaire le soir. Alors, l'état hypnotique, c'est l'état contraire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, à partir du rêve, vous allez retrouver une réalité nouvelle. Parce que l'imagination dépasse la réalité. Vous imaginez, par exemple, vous avez de l'arthrose, ou bien vous avez un accident, une entorse, et vous n'arrivez pas à marcher. Même que l'entorse est guérie, le patient n'arrive pas, il revient vous voir. Docteur, j'ai toujours ça.
Alors, comment on fait pour ces patients? C'est que ces gens, le schéma, la conception de la douleur est toujours gravée dans leur cerveau. C'est comme la douleur neuropathique. La lésion part, il y a une empreinte. Ben, tout simplement, on fait vivre ces patients, on va les pousser à imaginer qu'ils peuvent, par exemple, marcher. Tout simplement, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que vous remontez les escaliers, que vous marchez sans problème. Une fois que le fait une fois, deux fois, trois fois, progressivement le corps il va retrouver un équilibre normal. Ok. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, notre contact avec le monde extérieur, c'est la sensorialité. Mais cette sensorialité, il nous crée des problèmes. Par exemple, des problèmes de sensorialité. La phobie. Comment expliquer la phobie, par exemple, des ascenseurs, des rats, des blattes, des cafards? C'est que une expérience possible, mais ça veut dire que la sensorialité, elle est focalisée sur ça. Et la phobie peut donner même une attaque de panique. D'accord? Donc le fait d'exagérer l'un des sens, il permet de créer un déséquilibre. Alors par exemple, tout ça parce que quand vous regardez une personne, vous croyez que tous les éléments viennent de l'extérieur. Quand vous regardez ce micro, quand vous me regardez, la réalité extérieure ne représente qu'une partie. Mais vous avez une réalité intérieure. Vous avez comment ressemblent des lunettes, à quoi ressemble un homme, à quoi ressemble une veste, et vous créez votre réalité intérieure. Ça, on le vit par exemple en cas quand la personne est en état de transe négative. Quand vous voulez faire une injection à un patient, pourquoi il a peur? Mais avant, parce qu'il voit la seringue énorme. Et ça, quand la personne a peur, il exagère. Donc ça, la sensorialité lui joue des tours. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais montrer la seringue avant de faire une injection. Parfois, les gens paniquent devant le sang, ils voient une plaie, et réellement, ils la voient énorme. Parce qu'il y a une modification de cette réalité. Parce que la réalité de l'extérieur, comment on reçoit la réalité? On reçoit par la vision, par l'audition, par le toucher, par l'olfactif et par le gustatif, par les 5 sens. Et ces 5 sens, ils sont analysés au niveau cérébral, d'accord? Et ce que reçoit le patient à partir de cette réalité, c'est une réalité autre. Il y a une modification de cette réalité. D'autant plus quand le patient est dans un état hypnotique, d'accord, il va modifier davantage cette réalité. C'est pour cela que les patients qui ont peur, qui sont dans un état hypnotique, ils voient la blessure très importante, il exagère la taille des seringues, etc. Donc c'est pour cela qu'il faut repérer les gens qui sont dans un état hypnotique négatif. Et la réalité, tout simplement, pour nous tous, on construit les réalités extérieures. Par exemple, quand vous voyez, on a fait une expérience. On a pris un texte, et ça vous le savez, tout le monde le sait parce qu'il est sur Internet. On a pris un texte en français et on a remplacé quelques lettres. Vous avez déjà vu ça? Par des numéros, et on a demandé aux gens, au début, il y avait des difficultés de lire, après ils commencent à lire rapidement. Si on leur donne une langue qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'on connaît. C'est pour ça que la réalité extérieure, elle peut être modifiée. Et ça, c'est l'origine de pas mal de maladies. Alors, on n'a pas beaucoup de temps chez l'essentiel. L'essentiel pour faire un exercice. Alors l'exercice permet de comprendre la meilleure façon de faire. Vous voulez garder les yeux ouverts ou pour être plus intéressant de fermer les yeux. Alors il consiste à quoi? À utiliser la sensorialité. Alors je vous explique l'exercice, comment ça se fait. Parce qu'il vaut mieux vivre un état presque hypnotique pour aller plus loin. Parce que cet atelier permet uniquement de stimuler votre intérêt, de savoir que ça existe ou que c'est possible. Alors l'exercice, tout simplement, chacun pour soi, va décrire 5 éléments visuels
5 éléments auditifs, 5 éléments kinesthésiques, 4 éléments visuels, etc. Je vous explique. C'est que chacun de vous va choisir 5 éléments visuels. Par exemple, l'écran, la table, etc. Et puis 5 éléments auditifs. Auditifs, tout ce que vous entendez, tout ce que vous écoutez. Après, 3 éléments kinesthésiques, de toucher. C'est-à-dire le contact de votre corps avec le siège et le contact des pieds avec, par exemple, la moquette. D'accord? Et puis, on va réduire. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, la première des choses, de prendre une position confortable. Par exemple, ça, ce n'est pas confortable. Donc, prenez une position confortable. Être vraiment à l'aise. À l'aise, c'est une condition obligatoire pour être dans un état de calme. Commencez par regarder un objet, n'importe lequel. Un seul objet. Fixez un objet. Quel soit l'élément le plus important à ce moment-là. Regardez bien cet objet. Fixez-le. Et continuez à écouter les paroles. À un certain moment, quand vous regardez cet objet d'une façon attentive, focalisée, vous surveillez son volume, sa taille, sa texture. Et laissez le calme regagner votre corps. Et si vous avez envie de fermer les yeux, fermez-les et continuez à imaginer cet objet ou cette image. Et respirez lentement. Et puis écoutez tous les bruits à l'intérieur de la salle et à l'extérieur. Les paroles, peut-être les bruits d'une porte qui se ferme, les paroles de l'extérieur, de l'orateur à côté, et des bruits un peu plus intimes. Par exemple, votre respiration. Et puis le contact de votre corps sur le siège. Le dos sur le dossier. Les pieds sur la moquette. Et vous pouvez même deviner la position des orteils dans vos chaussures et sandales. Et sentez toutes ces choses-là. Et à un certain moment, le calme regagne le corps. Laissez uniquement le siège qui porte votre corps. Et vous allez repérer dans votre corps des parties plus relâchées, plus détendues. Commencez par exemple à relâcher les paupières. Les relâcher tellement qu'ils ne peuvent plus ouvrir les yeux. Comme si on a fermé les rideaux après une présentation théâtrale. Relâchez les muscles de la nuque en penchant la tête doucement vers l'avant. Et laissez votre respiration se faire d'une façon fluide, calme. Et je vous invite à deviner, à imaginer vos collègues autour de vous. Et si par exemple, on imagine qu'on est ailleurs. L'imagination, c'est quelque chose d'énorme. Qu'on est quelque part ailleurs. En laissant ce corps se relâcher, se détendre, se reposer. Le corps essaie très bien de se reposer, comme il le fait chaque soir, quand vous êtes au lit, quand vous dormez, quand vous faites des rêves. Votre corps continue à fonctionner.
normalement, mais plutôt plus relâché, plus détendu. Parce qu'un corps relâché, détendu, va entraîner un relâchement et une souplesse dans les pensées, dans les émotions. C'est vrai, il y a maintenant beaucoup de questions que vous posez, des images, des sons. Laissez venir tous ces éléments, prendre de l'ampleur nécessaire. Et j'aimerais que chacun de vous, j'invite ceux qui veulent, de penser à un problème, à une gêne. Ça peut être un problème physique, ça peut être un malentendu, un stress, un problème relationnel, un problème de la vie. Et bien de regarder ce problème différemment, autrement. C'est comme si on remonte des étages et on regarde la rue du haut. C'est comme si vous vous regardez dans une glace ou sur un écran. Comme si à un moment donné, le temps s'arrête. Imaginez que le temps s'arrête pour un moment. Le temps s'arrête pour une réflexion. Qu'on est dans une autre dimension. Et on est dans une autre dimension chaque soir. Qu'il n'y a plus de frontières entre les mondes. On est dans un monde virtuel et on se regarde. On est dans un monde de pensée. Et maintenant, vous pouvez vous concentrer sur votre corps, encore une fois. Et sentez ce relâchement, cette détente, peut-être cette lourdeur. Sentez vos pieds, vos mains. Des petits fourmillements dans les orteils, dans les doigts. Et vous respirez lentement. Lentement. Et laissez émerger des choses, des souvenirs lointains. Un souvenir très lointain qui remonte le premier. Il a son importance. Peut-être pour la première fois qu'on voit ce souvenir, il a son importance capitale. Ça m'arrive de remonter le temps et de m'imaginer dans la classe primaire. Et je regarde le tableau très grand, la maîtresse très grande. Et parfois, j'ai des souvenirs flous. Parfois, je m'efforce de m'imaginer trop petit. Imaginer mes parents à un âge plus jeune, mes frères. Peut-être la première maison où j'ai habité, les premiers jouets, en regardant le train passer peut-être. Je ne sais pas dans quelle ville chacun se situe, mais tous ces éléments sont importants. Ça permet de puiser de l'énergie, des ressources, de remonter des choses qu'on a oubliées mais qui sont capitales pour notre vie, qui peuvent changer le cours des choses. Parce que jeter un regard en arrière permet de remonter des choses merveilleuses. Et chaque souvenir, chaque mot, chaque personne qu'on a rencontrée dans notre vie, c'est un moment d'énergie positive. Et peut-être remonter le temps au-delà de l'apparition de cette gêne qui vous préoccupe pour le moment. Et je vous demande tout simplement d'imaginer votre vie sans cette gêne. Supposons qu'il y ait un miracle à ce moment-là.
que le problème est parti, est dégagé, que le ciel, il n'y a plus de nuages, que vous allez sortir de cette salle et en laissant sur ce siège, à ce moment-là, le problème que vous emportez depuis des années. Parce que l'imagination, c'est quelque chose de très fort, de très consistant. Et c'est possible. Respirez lentement et commencez à ressentir votre corps, tous les points de contact avec le siège et peut-être sentir les paroles de l'extérieur. Et à votre rythme, quand vous serez prêt à se débarrasser de cette lourdeur, de ce poids, il est temps d'ouvrir les yeux, de regarder le monde autrement. Bien, bonjour, bien. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais tout le monde le fait, mais d'une façon plus ou moins désordonnée. Vous pouvez rendre l'image ? Ça, c'est important qu'on le fait dans la thérapie. Ça, c'est bien pour... Ça va ? C'était bien ? Très bien. Il faut vous y tirer parce que vous allez rester dans un état hypnotique. Ouais. Alors, vous avez des questions ? Non, c'est pas voir autrement. Par exemple, je vous donne des exemples. Donnez-moi des exemples de problèmes. Ah ? La migraine. La migraine, vous savez, la migraine, il y a la maladie migraine, ce que vous ressentez avec tous les facteurs, etc. Mais il y a le fond. La migraine, c'est vrai, c'est une maladie neurovasculaire. Il y a des facteurs déclenchants, mais il y a un fond. Il y a la personne et le profit. Le profit, c'est un problème psychologique. C'est le stress, c'est la personnalité qui est responsable de ces états. C'est vrai que les médicaments vont guérir une partie de la migraine. Le migraineux, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il te dit « ma migraine », « ma maladie ». Le corps commence à s'approprier le symptôme. Il est à moi, c'est ma migraine, ma maladie. La première étape, on se débarrasse de ces mots inutiles. Parce que si votre inconscient croit que c'est sa maladie, ma maladie, quand tu dis, je suis colopathe, très très bien. La colopathie, vous avez le premier traitement aux États-Unis, c'est l'hypnose pour la colopathie fonctionnelle. Parce que les antidépresseurs, tout ça ne marche pas. Donc c'est l'hypnose. Donc en revenant à la migraine, d'abord il faut enlever tous les éléments. Et on fait des états hypnotiques de lâcher prise, tout simplement. Parce que la migraine, bon, je ne parle plus de migraine quand je suis en thérapie pour quelqu'un qui a de la migraine, je commence à analyser sa vie. Tu as de la migraine? Très bien. Alors, tu as la migraine, souvent, j'ai passé ton cas au nom, les personnes, leur vie est contrôlée par la migraine. Je ne dois pas avoir froid. Je ne dois pas ouvrir la fenêtre. C'est-à-dire que leur vie commence à être rétrécie par la migraine. Donc la migraine commence à contrôler leur vie. Il faut que l'inconscient, il croit que... Là c'est bon, c'est bon. Il va s'habituer à ce mode de vie. Et puis il y a une chose qu'on appelle le bénéfice secondaire. Et ça, vous avez mal. Vous voulez vous en débarrasser. Mais le conseil, c'est qu'il voit que cette personne, sa vie est contrôlée par la migraine, mais il profite, mais de façon inconsciente. Vous n'avez pas conscience de ça. C'est-à-dire, on le laisse tranquille, il n'est pas dérangé par le mari ou par le conjoint, par les enfants. C'est-à-dire, il y a un mode de vie, il y a un regain quelque part. Tous ces éléments rendent le traitement difficile. 2 minutes. Oui, monsieur.
Donc la première, se débarrasser de ces éléments. Éviter de dire ma migraine, etc. Et on commence progressivement, et la personne va se débarrasser progressivement de cette appréhension. Par exemple, le vaginisme. Tout le monde parle, les sexologues parlent du vaginisme. Le vaginisme, c'est quoi? Le vaginisme, c'est une contraction de nos organes génitaux, et ça, on le voit avec beaucoup de causes. Bon, les sexologues le savent, mais on le traite dans un état hypnotique. Tout simplement, c'est une dissociation négative entre le haut et le bas, entre l'appareil sexuel et le corps. C'est-à-dire, il y a un certain moment, il y a une dissociation. Le fait de faire une réassociation de la personne, on arrive à guérir le vaginisme, par exemple. Par exemple, en cas de douleur, qu'est-ce qui se passe dans la mentalité, notre mentalité humaine? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se débarrasse. On se débarrasse des ordures. J'ai la vésicule qui est malade, c'est la chirurgie. J'ai quelqu'un, un voisin qui me rend malade. Exactement. Mais imagine, ça se passe dans votre corps. Quand vous avez de la migraine, vous avez un côté qui vous fait mal, vous avez tendance à éliminer ce corps, cette partie du corps, à des limites de la structure humaine. Une fois qu'il est éliminé psychiquement, il y a une division, une dissociation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact avec cette partie. On apprend aux gens de faire une réassociation des parties du corps. C'est très simple. J'ai fait tout à l'heure, prenez conscience de vos corps, de vos pieds, de vos épaules, etc. Ça permet de créer une réassociation et ça permet de traiter. Alors le temps est fini pour vous dire une chose. L'élément le plus important en hypnose, bien sûr il faut l'apprentissage, il faut faire la formation, etc. Les techniques, il y a beaucoup de techniques, énormément. Mais ces techniques permettent également d'expliquer le premier schéma. Alors le principe, pour terminer. Le principe, nous avons un fonctionnement conscient que représente 10%, 15%. Et nous avons un fonctionnement inconscient. Vous pouvez me dire « je t'aime » par les paroles, mais votre visage, il me donne l'impression qu'il me déteste, qu'on appelle le langage non verbal. C'est un langage inconscient. Donc l'hypnose permet de faire un pont entre l'état de conscience et l'état d'inconscience. Pourquoi on a besoin d'hypnose? Tout simplement parce que si je dois discuter avec ton état d'inconscience, quelqu'un par exemple qui a une addiction à la cigarette, à l'alcool, etc. et tout, si je veux faire une discussion avec l'état d'inconscience et d'essayer de modifier les choses, l'état de conscience, il m'empêche, comme un barrage. C'est pour ça qu'on a besoin de fermer les yeux, d'être focalisé pour détourner, pour contourner l'état de conscience. Vous ne pouvez pas faire l'hypnose à quelqu'un en train de regarder à droite et à gauche. Non. Il faut qu'il soit focalisé pour déprimer un petit peu le conscient. Oui. Qu'il ne faut pas faire de l'hypnose à des psychotiques. Les psychotiques, ils sont déjà dissociés. La contre-indication de l'hypnose, c'est les psychotiques. Mais on peut les aider sans faire de dissociation. D'accord? D'autres questions? Chez qui on ne peut pas faire d'hypnose, chez qui on n'arrive pas à faire d'hypnose. C'est une très bonne question. Alors l'état d'hypnose, l'hypnose est partie, malheureusement, il faut beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais je vais vous répondre. Au début, il y avait une hypnose qu'on appelle l'hypnose autoritaire, l'hypnose classique. Regardez-moi, regardez ma main, focalisez, je suis autoritaire et je te mets dans un état hypnotique que vous dormez. Ça, c'est l'ancienne hypnose. Maintenant, qu'on appelle l'hypnose ericksonienne et l'hypnose nouvelle, c'est une forme de permissivité. C'est-à-dire, je ne suis pas autoritaire, je permets de discuter avec vous et de demander l'autorisation de chaque fois. Toutes les personnes sont hypnotisables. Parce que c'est un état naturel. Mais il y a des gens qui sont plus facilement hypnotisables, qui sont suggestibles, plutôt, le mot suggestible, et des gens qui sont difficiles à être suggestibles. Et parfois, les résistances, c'est parfois la peur. On a peur d'être sous le contrôle de quelqu'un d'autre, alors que ce n'est pas le cas. On ne sera jamais sous le contrôle de quelqu'un. À tout moment, vous pouvez interrompre la séance et partir. D'accord? On ne peut rien faire sans l'autorisation de la personne. Si tout à l'heure, vous avez refusé de fermer les yeux et de faire un souvenir, vous avez le droit. Il y a des gens qui n'ont pas fait. Donc c'est surtout l'autorisation de la personne et la confiance. Et parfois, on a peur.
Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la migraine, parfois on a un bénéfice secondaire, on a un bénéfice de cette maladie, on veut le garder. Le corps, il veut garder cette maladie parce qu'il refait sa vie sur cette... Pourquoi, par exemple, je reviens à la cigarette? Parce que c'est un élément qui est très intéressant. Parfois, les gens, l'inconscient croit que le stress, la cigarette, elle permet de gérer le stress. Donc c'est pour ça qu'il te donne ses envies, il donne des envies, etc. Parfois, on utilise les résistances pour hypnotiser la personne. Quoi? Tu as peur? Tu ne veux pas fermer les yeux? Bon, garde les yeux ouverts. Et regardez bien, d'accord? Donc chacun a sa technique. Oui? Alors, il n'y a jamais d'opération. Alors là, il faut faire attention. Ce que vous avez lu dans l'Internet à Lille, etc., ce n'est pas de la chirurgie cardiaque. Il n'y a jamais eu de chirurgie cardiaque à corps ouvert sous hypnose. Sous acupuncture, oui. Ce qu'on a fait des TAVI. On a fait des valves par voie intravasculaire. Ces valves aortiques, ça peut se faire sous anesthésie locale. Mais parfois, c'est pénible. On sait de l'hypnose. On fait des accouchements par hypnose. On fait de la fibroscopie par hypnose. On fait toutes les chirurgies sous anesthésie locale. On peut augmenter, c'est-à-dire potentialiser l'anesthésie locale par de l'hypnose. Mais on ne peut pas opérer sous hypnose. Au début, on le faisait. Pourquoi? Parce que la première mastectomie, elle s'est faite sous hypnose. Parce que pourquoi? Quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un problème de santé. Et vous êtes obligé de se faire opérer, par exemple, dans une ville où il n'y a que ce médecin hypnothérapeute. Vous n'avez pas le choix. Même le psychique, il est préparé à ça. D'accord? C'est pour ça qu'on faisait avant des mastectomies, etc. Mais maintenant, ce n'est pas évident. Donc, toutes les anesthésies qu'on peut faire sous local, on peut le faire sous hypnose. Mais opérer sous hypnose, ce n'est pas possible. Quelqu'un s'arrête. Merci beaucoup. Hein. Merci. C'est une question.